Ce premier chapitre doit captiver immédiatement, en posant une ambiance sombre, introspective, presque clinique, fidèle à l'esprit de Jung. Le ton sera grave, sincère, et provoquera une tension douce mais persistante. On mettra l'emphase sur une vérité dérangeante. Ces effondrements intérieurs n'arrivent pas avec fracas, mais dans le silence. Et à la fin, on annoncera la promesse du protocole de survie jungien. Il y a des moments dans une vie où l'âme se fissure sans que personne ne s'en rende compte. Pas de drame, pas de larmes visibles, juste un vide. Un empathe ne s'effondre pas avec éclat. Il se vide lentement, sans bruit, pendant que tout le monde continue de lui demander des conseils, de l'écoute, de la présence. Il s'efface, tout en restant debout. Carl Gustav Jung, psychiatre suisse et explorateur des profondeurs de la psyché humaine, a identifié des seuils invisibles, des instants psychologiques d'une intensité telle qu'ils peuvent anéantir intérieurement les êtres sensibles, sans laisser de traces apparentes. Il ne s'agit pas de crises bruyantes, de dépressions spectaculaires ou de ruptures visibles. Non, ces moments sont bien plus discrets, et donc bien plus dangereux. Ils arrivent souvent au milieu de la vie, lorsque les illusions commencent à se briser, que les enfants partent, que les masques ne tiennent plus, que le miroir ne reflète plus un soi connu. Et surtout, lorsque l'empathie offerte à profusion ne trouve plus de résonance. Pour les personnes empathiques, ces moments sont comme des chambres noires dans lesquelles la conscience s'égare. On ne sait plus qui on est, à quoi on sert, ni pourquoi on continue à donner sans retour. Mais ces moments ne sont pas une condamnation. Ils sont une initiation. Jung ne les a pas seulement identifiés. Il a proposé des protocoles, des chemins, des clés pour traverser la nuit intérieure sans s'y perdre. Dans cette exploration, nous allons plonger ensemble dans les 3 moments les plus mortels de la vie d'un empathe. Et surtout, nous découvrirons comment survivre, non pas en s'endurcissant, mais en se transformant. À la fin de ce voyage, vous saurez reconnaître ces seuils. Vous comprendrez ce qui se passe en vous, et vous repartirez avec les outils nécessaires pour traverser ces tempêtes silencieuses et en ressortir plus entier. Parce que vous n'êtes pas en train de mourir. Vous êtes en train d'être initié. Il faut imaginer Jung non pas comme un intellectuel froid ou un théoricien enfermé dans des livres, mais comme un explorateur du réel, du vivant, de l'invisible. Un homme tourmenté, habité, à la recherche de quelque chose que la science classique refusait de voir, la réalité de l'âme humaine. Carl Gustav Jung a commencé sa carrière sous l'aile de Freud, le père de la psychanalyse. Leur collaboration fut intense, presque fusionnelle. Mais très vite, Jung s'est éloigné, car là où Freud voyait des pulsions sexuelles et des mécanismes inconscients figés, Jung percevait un monde plus vaste, peuplé de symboles, d'archétypes, de forces obscures, mais aussi de possibilités de transcendance. Il a été l'un des premiers à nommer et décrire ce que nous appelons aujourd'hui la haute sensibilité psychologique, ce qu'il appelait la sensibilité perméable, cette faculté d'absorber les émotions, les atmosphères, les douleurs des autres, comme si elles étaient les siennes. Et très tôt, il a remarqué quelque chose que la psychologie traditionnelle ne comprenait pas. Certains individus ne tombaient pas malades à cause de traumas évidents ou de conflits familiaux. Non. Ils s'effondraient intérieurement par excès de réceptivité, par surcharge invisible, par dévotion silencieuse à un monde qui ne répondait pas. Jung a vu que ces êtres, souvent qualifiés d'empathes aujourd'hui, n'étaient pas faibles. Ils étaient trop ouverts, trop connectés, trop perméables. Et ce trop finissait par les consumer. Dans ses écrits sur les types psychologiques, il a distingué ces profils introvertis intuitifs, tournés vers le monde intérieur, capables de ressentir l'inconscient collectif, mais souvent incapables de poser des frontières claires. Mais surtout, Jung a compris que leur plus grand danger ne viendrait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Quand l'empathie devient excès, quand l'écoute devient oubli de soi, quand la lumière donnée aux autres éteint sa propre flamme. C'est ainsi qu'il a formulé ce que nous appelons ici les 3 moments mortels. 3 étapes silencieuses, mais destructrices. 3 pièges existentiels que seul un regard lucide permet de traverser. Et à chacun de ces moments, Jung a proposé un protocole, une réponse, un chemin. Le premier, peut-être le plus brutal, commence par une révélation glaciale.
Il arrive un jour, souvent sans prévenir, où l'empathe voit la vérité en face. Ce qu'il donne ne revient pas. C'est une prise de conscience froide, tranchante, presque chirurgicale. Elle ne provoque pas de cri, mais elle laisse un vide, comme si l'on venait d'arracher quelque chose de fondamental en nous. Pendant des années, parfois des décennies, l'empathe donne. Il écoute, soutient, comprend, s'adapte. Il fait de l'espace en lui pour les douleurs des autres, pour leurs hésitations, leur silence, leur colère. Il donne même quand il est vide. Il tend la main même quand il tombe lui-même. Et puis, un jour, il regarde autour de lui. Il cherche un regard, une main, un geste. Il attend, sans le dire, que quelqu'un lui offre ce qu'il a toujours offert. Et il ne se passe rien. C'est dans ce rien que tout bascule. Ce premier moment mortel n'est pas une trahison bruyante. C'est le constat de l'absence de réciprocité. C'est le moment où l'on réalise que les relations qu'on pensait équilibrées ne reposaient, en réalité, que sur notre capacité à donner, à porter, à absorber. Et cette lucidité, quand elle arrive, fait plus mal qu'un abandon. Elle détruit l'illusion relationnelle. Elle nous fait douter de tout. Est-ce que quelqu'un m'a vraiment aimé pour ce que je suis, ou seulement pour ce que je donne? Qui suis-je en dehors de mon rôle d'écoute et de soutien? Si je me tais, est-ce qu'il restera quelqu'un? Le risque ici est immense. Deux réactions opposées peuvent se produire, toutes deux dangereuses. L'autodépréciation. L'empathe pense qu'il n'est pas assez digne d'amour, qu'il a raté quelque chose, qu'il n'a pas su mériter le retour de ce qu'il a donné. Il se replie, se mutile intérieurement, se juge. Le cynisme, l'autre extrême, tout aussi mortel, c'est de devenir amer, de ne plus croire en personne, de se refermer comme une huître en déclarant que plus jamais personne ne méritera sa confiance ou son amour. Mais Jung, lui, propose un autre chemin, un chemin plus difficile, mais plus juste. Un protocole intérieur qu'il appelait la discrimination consciente. C'est cela que nous allons voir maintenant. Jung ne voyait pas la souffrance comme une erreur à éviter, mais comme une initiation à traverser. Et pour celui ou celle qui découvre douloureusement la non-réciprocité, il proposait un outil aussi simple qu'exigeant, la discrimination consciente. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire apprendre, enfin, à voir, à ne plus confondre générosité avec abandon de soi, à ne plus croire que toute personne mérite un accès illimité à notre énergie émotionnelle. Parce que l'empathie n'est pas un robinet qu'on laisse couler sans discernement. C'est une ressource précieuse qui demande d'être protégée, dirigée, sélective. Jung nous invite ici à sortir de l'idéalisation, à regarder nos relations non pas avec le cœur blessé, mais avec un œil lucide, adulte, éveillé. Il utilisait souvent des images pour transmettre ses idées. Pour ce protocole, la plus parlante est celle du jardinier. Le jardinier avisé n'essaie pas de faire pousser des orchidées en plein désert. Traduction, il ne s'agit pas de juger les autres, mais de reconnaître le terrain relationnel dans lequel on s'aime. Certaines personnes n'ont pas la capacité émotionnelle de donner en retour. D'autres n'ont pas la conscience de la profondeur de ce qu'on leur offre. Et il y a ceux, plus rares, qui savent nourrir un échange véritable. La discrimination consciente, c'est cela. Observer, noter, adapter. Dans la pratique, cela signifie ne plus s'investir de la même façon partout, avec tout le monde. Remarquez les déséquilibres énergétiques, ceux qui vous vident, ceux qui vous nourrissent. Apprendre à retirer doucement votre énergie des relations unilatérales, sans haine, sans conflit, juste par respect de soi. Accepter que certaines personnes que vous aimez ne sont pas capables de vous aimer de la même manière, et que cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas aimable. C'est un art, un réajustement permanent, une sorte de danse intérieure entre cœur ouvert et protection juste. Et pour beaucoup d'empathes, c'est une révolution silencieuse. Ils n'ont jamais appris à se choisir, à s'évaluer, à dire « non, là je donne trop, là je me perds ». Mais sans cette discrimination, l'empathie devient poison. Elle vous vide, elle vous consume. Avec elle, elle devient lumière dirigée, chaleur dosée, lien vivant, et non plus sacrifice. Mais le plus grand danger pour l'empathe n'est pas seulement dans ses relations, il est dans son rapport à lui-même. C'est ce que nous allons découvrir dans le deuxième moment mortel. Si le premier moment mortel est un choc, une prise de conscience douloureuse de l'extérieur, le second est plus insidieux. Il se produit en silence, au fil des années.
Et quand il surgit, c'est déjà trop tard. Le moi s'est dissous. Pour l'empathe, vivre signifie souvent s'adapter à l'autre, à l'ambiance, aux besoins du groupe. Il lit les émotions dans les silences, pressant ce que les autres attendent et ajuste sa posture sans même y penser. Mais cette aptitude devient peu à peu une prison invisible. C'est comme s'il jouait un rôle, celui de l'ami fiable, du partenaire compréhensif, du collègue rassurant, jusqu'au jour où ce rôle colle à la peau et que plus rien ne respire en dessous. Jung appelait cela la persona, le masque social que nous portons pour fonctionner dans le monde. Il ne s'agit pas d'un mensonge, mais d'une adaptation psychologique nécessaire. Le danger, c'est quand ce masque devient notre seule identité, quand toute la vie intérieure a été sacrifiée pour correspondre à ce que les autres attendent, quand, à force de dire oui, on oublie ce qu'on pense vraiment, quand on fait tout pour éviter les conflits, jusqu'à se perdre dans l'image de soi. Et puis vient ce moment glaçant où quelqu'un pose une question simple, « Mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et il n'y a pas de réponse. Rien ne vient, juste un vide, un silence lourd, parce qu'à force de faire passer les besoins des autres en premier, l'empathe a désappris à se sentir lui-même. Il a confondu paix extérieure avec vérité intérieure. Il s'est défini par son utilité, sa disponibilité, sa capacité d'adaptation, et non par son essence propre. Ce deuxième moment mortel, c'est la dissolution du moi. C'est l'absence d'une voix intérieure claire. C'est l'impression d'avoir vécu une vie correcte, mais pas habitée. Ici encore, deux réactions extrêmes menacent. La résignation. On continue à jouer le rôle, à se taire, à se plier, jusqu'à l'épuisement. La rébellion brutale. On rejette tout, on quitte tout, mais sans boussole, sans direction, simplement par saturation. Mais Jung ne proposait ni de fuir, ni de s'écraser. Il offrait un outil puissant, à la fois mystique et thérapeutique, l'imagination active. Un moyen de retrouver la voie perdue, de dialoguer avec soi, de renaître intérieurement, non pas en fonction des autres, mais à partir de soi. Il n'y a pas de renaissance sans descente, pas de voie retrouvée sans un moment de rupture. Et Jung, dans l'un des passages les plus sombres de sa propre vie, après sa séparation brutale avec Freud, a dû faire face à ce vide intérieur que tant d'empathes connaissent, ne plus savoir qui l'on est, en dehors de ce que l'on a représenté pour les autres. Mais au lieu de combler ce vide avec de l'agitation, de la distraction ou des dogmes, il a décidé d'écouter. C'est ainsi qu'il a découvert ce qu'il allait appeler l'imagination active. L'imagination active n'est pas une rêverie, ce n'est pas une évasion. C'est une méthode de confrontation avec l'inconscient. Elle consiste à s'asseoir, littéralement, et à laisser émerger des images, des voix, des figures intérieures, puis à entrer en dialogue avec elles, à leur parler, à écouter ce qu'elles ont à dire. Ce processus peut paraître étrange, mais pour Jung, il s'agissait d'un travail sacré, retrouver le contact avec les parties de soi réprimées, oublieuses, sacrifiées. Lorsque vous vous êtes adapté pendant des années, vous avez enfermé des morceaux entiers de votre être dans des caves intérieures, des désirs, des colères, des visions, des élans. Ils n'ont pas disparu, ils attendent. Et si vous ne les libérez pas, ils se vengeront, sous forme de fatigue chronique, de tristesse sans cause, de sabotages invisibles, de perte de sens. Mais si vous osez leur parler, si vous tendez l'oreille vers l'intérieur, vous entendrez peut-être cette voix oubliée qui dira « J'existe encore ». L'imagination active est un protocole radical. Elle demande du courage. Car ce que l'on entend au fond de soi n'est pas toujours joli. Mais c'est vrai, et cette vérité a le pouvoir de réanimer le moi. Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, commence le jour où l'on cesse de vouloir plaire et où l'on accepte de décevoir. C'est une clé essentielle. La plupart des empathes vivent dans la peur constante de déplaire, de blesser, de perturber. Mais à force de protéger les autres de leur propre vérité, ils s'éteignent. Jung propose l'inverse. Oser la friction, oser dire non, oser déranger, non pas par révolte, mais par fidélité à sa propre voix. C'est un acte de récupération, une prise de territoire psychique, une déclaration intérieure. Je ne suis pas qu'une fonction, je suis un être.
et c'est à ce prix que l'on peut renaître, pas en surface, mais de l'intérieur. Cependant, même en retrouvant cette voie, une vérité plus profonde attend encore d'être affrontée, une vérité que peu osent regarder en face, et qui constitue le troisième moment mortel. Il y a un moment dans tout chemin de conscience où même les liens les plus sincères, même les amours les plus profonds, ne suffisent plus à apaiser un certain vertige intérieur. C'est le moment où l'empathe comprend, non pas mentalement, mais existentiellement, que personne ne pourra jamais réellement habiter sa conscience. On peut être entouré, aimé, reconnu, et pourtant ressentir un espace en soi que personne ne peut atteindre. Ce n'est pas une solitude sociale, ce n'est pas le manque d'affection ou d'amitié. C'est une solitude ontologique, liée au fait même d'exister en tant qu'être unique, séparé, irréductible. Pour l'empathe, cette révélation est souvent vécue comme un effondrement, car toute sa vie intérieure s'est construite sur la connexion, le lien, le partage émotionnel. Et soudain, il découvre qu'aussi fin soit le fil, aussi profond soit le lien, il y aura toujours une part de lui que personne ne pourra rejoindre. Ce moment-là peut être dévastateur. Il donne le vertige, il confronte à l'abîme. Il peut provoquer une retraite psychique, un retrait du monde, un repli dangereux. Certains ferment leur cœur à jamais. D'autres errent dans une quête infinie de la bonne personne qui les comprendra totalement, sans jamais la trouver. Mais Jung, une fois encore, propose une lecture radicalement différente de cette expérience. Pour lui, ce n'est pas une malédiction, c'est une initiation, un passage obligé dans le processus d'individuation. Comprendre que personne ne peut nous sauver, ni nous compléter, ni nous réparer, c'est aussi comprendre que nous devons devenir notre propre contenant, notre propre espace de résonance, notre propre présence fiable. La solitude fondamentale n'est pas une condamnation à l'isolement, c'est la porte d'entrée vers la totalité psychique. C'est là, dans ce cœur silencieux, que peut naître la vraie connexion, non plus fondée sur le besoin ou la fusion, mais sur la reconnaissance lucide de l'altérité. C'est ce que Jung développe dans ses travaux les plus mystiques, notamment dans le Mysterium Conjunctionis. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant. Comment ne pas fuir cette solitude, mais l'habiter et même en faire une force. Face à la solitude fondamentale, l'ancienne psychologie cherchait des explications. Jung, lui, y voyait un mystère à traverser. Dans ses écrits les plus profonds, notamment le Mysterium Conjunctionis, il pose un principe central. Nous sommes appelés à vivre dans le paradoxe. Le paradoxe, selon Jung, n'est pas une contradiction à résoudre. C'est une tension à maintenir, une vérité double, inconfortable mais féconde. Et le plus grand paradoxe de l'empathe est celui-ci. Je suis irrémédiablement seul, et pourtant capable de liens vrais. Tant que nous cherchons à fuir cette solitude, nous restons dans l'attente. Nous attendons que quelqu'un comble ce vide, qu'un amour, une reconnaissance, un lien nous guérissent de cette distance intérieure. Mais quand on cesse d'attendre que l'autre abolisse notre solitude, alors, et seulement alors, le véritable lien devient possible. Jung utilisait l'image des deux rives d'un fleuve, deux êtres entiers, séparés, chacun sur sa berge, reliés par un courant vivant, sans jamais se fondre. C'est cela la relation consciente. Non pas la fusion, mais la communion. Non pas l'oubli de soi, mais la rencontre entre deux êtres différenciés. Le protocole de Jung ici n'est donc pas une solution magique. C'est un changement de posture intérieure. Cela commence par un acte intime, faire alliance avec soi-même, être présent à ses propres mouvements intérieurs, développer un dialogue constant avec sa psyché, ne plus attendre d'être complété, mais devenir compagnon de soi-même. Ce n'est pas une solitude vide, c'est une solitude habitée, pleine, vivante. Elle ouvre un espace dans lequel l'autre peut être accueilli sans exigence, sans projection, sans besoin d'effacement. Elle permet une nouvelle forme de relation, où l'on n'aime pas pour se réparer, mais parce que l'on a assez d'espace intérieur pour aimer librement. Le paradoxe devient alors une force. Plus je m'accepte comme seul, plus je peux aimer sans me perdre. Et c'est cette maturité émotionnelle, née des 3 moments traversés, qui donne naissance à une forme nouvelle d'empathie. Une empathie lucide, ancrée, souveraine. Quelque chose change en profondeur chez celui ou celle qui a traversé ces 3 moments mortels. Quelque chose se détache,
se redresse, se purifie. Ce n'est pas un retour à la normale, c'est une naissance nouvelle. L'empathie n'a pas disparu, mais elle n'est plus une offrande incontrôlée. Elle est devenue trempée, comme un métal passé par le feu. Jung appelait cette transformation une alchimie intérieure. L'âme passe par le chaos, par la dissolution, par la confrontation avec l'ombre. Et si elle ne s'effondre pas, elle en ressort plus dense, plus claire, plus fidèle à elle-même. L'empathie trempée a 3 caractéristiques fondamentales. Elle est sélective. Elle ne se donne plus à tout le monde, ni tout le temps. Elle observe, elle ressent, elle choisit. Elle sait que tout terrain n'est pas fertile et que certaines connexions ne nourrissent rien. Elle a des limites. Elle ose dire non. Elle ose se retirer. Elle ne confond plus amour et sacrifice. Elle ne s'excuse plus d'exister. Elle se sait précieuse et protège son espace intérieur. Elle est réaliste. Elle ne cherche plus à tout comprendre, tout réparer, tout accueillir. Elle voit l'imperfection du monde sans se sentir responsable de le guérir. Elle agit là où elle peut et laisse le reste à la vie. C'est dans ce passage que l'empathe devient le soignant blessé, celui que Jung reconnaissait comme archétype du guérisseur, non pas parce qu'il a tout compris ou tout guéri, mais parce que, dans sa propre blessure, il a trouvé la lucidité, la compassion et la mesure. Il ne parle plus depuis la théorie, mais depuis l'expérience. Il ne donne plus pour être vu, mais parce qu'il a appris à s'écouter en donnant. Et surtout, il sait que son exemple vaut plus que ses conseils. Comme le disait Jung, la plus grande lumière que vous puissiez offrir au monde, c'est de porter votre propre ombre et de vivre votre vérité. L'empathie trempée n'est pas moins tendre. Elle est simplement ancrée. Elle a traversé le feu et elle en garde une chaleur juste, ni brûlante ni tiède. Elle est ce qui reste quand on a aimé sans retour, donné sans mesure et qu'on a survécu à soi-même. Si vous avez reconnu en vous ne serait-ce qu'un fragment de ces 3 moments, alors ce n'est pas un hasard que vous soyez arrivé jusqu'ici. Les êtres empathiques ne vivent pas des vies ordinaires. Ils aiment plus profondément, ils perçoivent plus finement. Et parfois ils s'effondrent plus silencieusement que les autres. Mais ce que la plupart ignorent, ce que même les empathes eux-mêmes oublient, c'est que ces effondrements ne sont pas des fins, ils sont des passages. Carl Gustav Jung ne voyait pas la souffrance comme un accident. Il la voyait comme une initiation, une traversée intérieure que peu osent affronter, mais qui transforme radicalement ceux qui ne fuient pas. Chacun de ces 3 moments, la non-réciprocité, la dissolution du moi, la solitude fondamentale, est une porte vers une conscience plus grande. Ils ne viennent pas pour vous détruire, ils viennent pour vous désillusionner, au sens noble du terme, vous ramener à vous-même dépouillé des attentes, des rôles, des illusions relationnelles. Et si vous appliquez les 3 protocoles que Jung nous a laissés, la discrimination consciente, pour choisir à qui et à quoi vous donnez votre énergie, l'imagination active, pour retrouver votre voix intérieure et sortir du rôle, l'acceptation du paradoxe, pour habiter votre solitude et créer des liens réels, alors vous ne serez plus jamais le même. Vous ne serez pas plus dur, vous serez plus vrai. Vous ne donnerez pas moins, mais vous donnerez à partir d'un centre habité. Et ce centre, personne ne peut vous l'enlever. Voilà la promesse profonde de ce voyage. Non pas une protection contre la douleur, mais une renaissance par la douleur, une lucidité douce, une paix qui ne dépend plus des autres, une présence à soi, ferme, silencieuse, presque sacrée. Et si aujourd'hui, en vous, quelque chose murmure, c'est exactement ce que je vis. Alors écoutez, vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train d'être initié, et cette initiation, si vous l'acceptez, peut faire de vous une lumière dans la nuit de quelqu'un d'autre, simplement en ayant osé traverser la vôtre. Prenez soin de vous, revenez à vous, et quand vous serez prêt, repartez vers les autres, mais cette fois, sans vous perdre.